Bonjour, capsule vidéo comprendre 14 avec laquelle on va terminer la mécanique et parler des lois de Kepler. Donc pour pouvoir commencer, on va faire un rappel sur les caractéristiques du mouvement circulaire et uniforme. C'est parti. Donc dans un mouvement circulaire et uniforme, la trajectoire est un cercle, la valeur de la vitesse est constante. On peut donc définir la période de ce mouvement, c'est finalement la durée pour laquelle on va faire un tour. Pendant qu'on fait ce tour, on va suivre une trajectoire donc circulaire et donc parcourir une distance de 2π fois grand R. Donc finalement, on peut exprimer la vitesse comme étant égale à 2πr divisé par grand T. Ensuite, pour l'accélération, celle-ci est constante pour la valeur de l'accélération. Les deux vecteurs vitesse et accélération, on les avait vus, ils sont particuliers. Le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire, ça n'a rien d'extraordinaire. Par contre, le vecteur accélération, il est sur le rayon du cercle. D'accord? Et du coup, ces deux vecteurs sont toujours orthogonaux dans le cas d'un mouvement circulaire. Alors, vous vous souvenez, on avait juste évoqué un repère particulier qui s'appelait le repère de Freinet. On va enfin l'utiliser. Le repère de Freinet est lié à deux vecteurs unitaires, UT et UN. UT pour tangent à la trajectoire, N pour normal à la trajectoire. Et en fait, ces deux vecteurs unitaires vont tourner en même temps que l'objet sur sa trajectoire. C'est un vecteur qui est très utilisé en maths, même si vous ne l'avez pas encore vu. Donc, on utilise un nouveau repère pour ces mouvements circulaires uniformes. Et du coup, ce qui va être important, c'est que le vecteur vitesse, il sera toujours uniquement collinéaire au vecteur UT. Et puis, le vecteur accélération, lui, il sera collinéaire au vecteur UN. Donc, ces grands principes, on va les réutiliser petit à petit. Dans quel cadre va-t-on se placer? Par exemple, dans le cas d'un satellite de masse petit m qui va tourner autour de l'astratacteur, la Terre, sur une trajectoire qui est circulaire de rayon grand R. Alors bien évidemment que ça c'est un exemple. On peut remplacer la Terre par le Soleil, et à ce moment-là, le satellite, c'est l'une des planètes qui tourne autour du Soleil. Le principe sera toujours le même. Quelle est la force qui va être appliquée au satellite? Il n'y en a qu'une seule, c'est la force de gravitation exercée par la Terre qui est représentée ici. Et on peut exprimer cette force à l'aide du vecteur UN, puisqu'il est uniquement sur ce vecteur normal à la trajectoire. Donc grand F, c'est grand G, la masse de la Terre, la masse du satellite, divisé par grand R au carré sur le vecteur UN. Ça aussi, on va l'utiliser. Alors, pour étudier la mécanique de ces systèmes-là, on s'appuie sur trois lois. Les lois de Kepler, qui ont été énoncées de manière empirique par des constats qu'avait pu faire Kepler, et on est un peu avant Newton. Alors, première loi de Kepler, la loi des orbites. Dans le référentiel héliocentrique, donc centre du Soleil, les planètes décrivent autour du Soleil un mouvement dont la trajectoire est une ellipse, dont le foyer est le Soleil. Dans une ellipse, on a deux foyers, et bien un de ces foyers correspond au Soleil. Le point qui va être le plus près du Soleil porte un nom particulier, s'appelle le périhélie, et le plus loin, l'aphélie. Si maintenant on est dans un système où en fait c'est la Terre et puis un satellite qui tourne autour, le point le plus près c'est le périgée et le plus loin l'apogée. Bien évidemment, si l'ellipse est suffisamment ratatinée sur elle-même, elle devient un cercle et c'est dans cette approximation que généralement on va travailler. Deuxième loi, la loi des airs. Au cours du mouvement, l'astre balaie des surfaces égales pendant des durées égales. C'est-à-dire, si je reprends ce schéma, en fait, pour aller du point P1 au point P2, il met la même durée que pour aller du point P3
au point P4. Eh bien, ça veut dire que l'aire S1 qui est ici est la même que l'aire S2 qui se trouve là. Du coup, ça a une conséquence. C'est que si le satellite a une trajectoire elliptique, il ne peut plus avoir une vitesse constante. Parce que vous voyez bien que pour aller de P1 à P2 sur la trajectoire, cette distance à parcourir, elle est beaucoup plus grande que pour aller de P3 jusqu'à P4. Du coup, pour la même durée, il va falloir aller plus vite de ce côté-là et moins vite de ce côté. C'est ce que vous voyez ici sur l'animation. Vous voyez que hop, on accélère ici et on ralentit de ce côté-là. Ça réaccélère ici et ça ralentit. Troisième loi, la loi des périodes. Alors là, on est plus sur du calcul. Kepler s'est rendu compte qu'il y avait une relation entre le demi-grand axe de l'ellipse sur laquelle tournent la plupart des planètes autour du Soleil, de toutes les planètes autour du Soleil, et puis leur période de révolution. Alors c'est pas juste une relation de proportionnalité entre ce demi-grand axe et la période. Il faut aller chercher, vous voyez, une formule un peu compliquée, que a cube divisé par t au carré est égal à gm sur 4pi carré. Alors gm, ici j'ai mis la Terre, bon c'est dommage, en fait c'était S, c'était le Soleil, je me suis trompée. Sur cette relation, ce qu'on va vous demander, c'est de vérifier l'homogénéité de la formule. Donc, l'homogénéité de a cube sur t carré, ça pose pas de problème. Mètre cube, ce monde moins 2. Par contre, aller vérifier que de l'autre côté, c'est bien la même unité, c'est plus compliqué. Alors, c'est pas compliqué pour le 4pi carré, ça c'est sans unité, mais ça va être plus compliqué pour le grand G. Il faut se souvenir de l'expression de la force de gravitation. Grand F, grand G, M1 fois M2 divisé par la distance au carré. Donc finalement, grand G, c'est une force en newton fois une distance au carré divisé par une masse au carré. Et le tout multiplié par mt, donc par des kilogrammes. Mais on est encore embêté avec les kilogrammes, parce que c'est pas l'unité de base qu'on utilise pour faire ces relations d'homogénéité. Ben là encore, on se rappelle que une force, c'est une masse fois une accélération. Une masse, kilogramme, fois une accélération, mètre seconde moins 2. Et alors on a tout ce qu'il faut. Les kilogrammes se simplifient. Mètre par mètre carré, ça fait bien des mètres cubes, seconde moins 2. Et on montre bien qu'il y a homogénéité de la formule. Alors finalement, le cours, il s'arrête ici. Il n'y a pas plus de choses à savoir. Par contre, il y a 3 démonstrations liées à ce cours qu'il faut savoir faire et qui démarrent toutes de la même façon. Alors, il faut réutiliser la deuxième loi de Newton appliquée à notre satellite qui tourne autour, ici j'ai travaillé avec la Terre. Et puis utiliser que dans le repère de Freinet, eh bien, le vecteur accélération ne s'écrit plus simplement à x, à y, puisque c'est plus des x et des y, c'est des normales et tangentielles. Bien, les profs de maths nous aident, ils sont sympas, ils disent que dans ce cas-là, AN s'écrit v carré sur r et AT dv sur dt. Alors, on retrouve quand même ici une notion de dérivée par rapport à la vitesse. Mais c'est un peu plus compliqué. Ces formules, elles vous sont redonnées, donc voilà. Un jour, vous les démontrerez peut-être, mais pour le moment, elles vous sont données. Donc j'écris d'un côté que c'est m fois l'accélération, c'est ce que m'a dit Newton, donc je multiplie simplement par m. Et tout ça, ça doit être égal à quoi? ma, ça doit être égal à la force appliquée à ce satellite. Donc même chose, puisque j'ai revu quelle était l'expression de la force de gravitation, je l'exprime en fonction des coordonnées. Donc sur normal, gmt m sur r carré, et puis finalement j'ai rien sur le vecteur tangentiel, donc ça fait 0. Eh bien il ne me reste plus qu'à identifier les deux, puisque f est égal à ma, eh bien je vais avoir gmt sur r carré qui est égal à ça, mv carré sur r, et 0 qui sera égal à m dv sur dt. Et à partir de simplement ça, on va pouvoir faire les 3 démonstrations qu'il faut connaître. La première, il faut savoir montrer que le mouvement d'un satellite autour de la Terre est uniforme. Ben, ça vient juste de cette expression-là. 0 égale m dv sur dt. M n'est pas nul,
Donc dv sur dt est égal à 0. Ça veut dire que la dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps est nulle, donc la valeur de la vitesse est constante, le mouvement est bien uniforme. Deuxième chose, cette fois-ci on va utiliser l'autre partie de ces coordonnées. Savoir établir l'expression de la vitesse v égale racine 2. Donc j'égalise ces deux parties-là, je simplifie par m, j'ai r carré et r, je peux aussi simplifier par grand R, il me reste v carré égale gmt sur r, donc finalement que v égale gmt sur r. Enfin, troisième démonstration, il faut savoir établir l'expression de la période de révolution. Pour ça, on revient à la définition de la période de révolution. T, c'est 2πr divisé par v, et je viens de trouver l'expression de la vitesse, racine de gmt sur r. Donc 1 sur v, c'est racine de r sur gmt. Je n'ai plus qu'à remplacer ici. Alors on arrange un petit peu, puisqu'on a r et puis racine de r à l'intérieur. Donc je vais rentrer le r à l'intérieur de la racine, ça me fait r carré fois grand R, donc finalement r au cube. Et vous voyez que cette expression, si je l'arrange un peu, en particulier si j'élève au carré, je vais avoir t carré égale 4pi carré r cube sur gmt. Finalement, ça, c'est la troisième loi de Kepler sur la loi des périodes. Le rayon, dans le cas de l'approximation des orbites circulaires, le rayon au cube et la période au carré ne sont pas indépendants. Donc, si on résume, il faut savoir démontrer que dans l'approximation des trajectoires circulaires, le mouvement d'un satellite d'une planète est uniforme, établir l'expression de la vitesse et de la période, et bien évidemment connaître les trois lois de Kepler, et les exploiter dans le cas d'un mouvement circulaire. Donc moi je l'ai fait essentiellement pour le système Terre et satellite. Après, il suffit simplement de remplacer la Terre par le Soleil, un satellite par une planète, et on a exactement les mêmes expressions. Voilà, il n'y a plus qu'à faire des exercices.